Vous savez, dans les mangas, c'est souvent les mêmes clichés qui vous sautent aux yeux. Des bastons, des power-up, des actions stylées, des morts, de la tristesse, de l'amitié. Mais en vrai, si tu regardes bien, ce que t'as, c'est surtout des persos qui se retrouvent seuls face à un monde qu'ils ne comprennent pas et qui les rejette. Et malgré ça, ils avancent. On appelle ça le courage face à l'inconnu. Dans SNK par exemple, Eren se jette au front sans rien piger au titan. Dans Hunter x Hunter, Gon et Killua affrontent des ennemis 1000 fois plus forts qu'eux, et dans Jojo, les combats sont tellement tordus qu'il faudrait un tuto bac plus 5 pour tout comprendre. Mais ce qui relie ces héros, c'est que plus ils découvrent leur monde, plus ils se découvrent eux-mêmes. Et au fond, ils se posent tous la même question. Qui suis-je vraiment? Maintenant, imagine qu'on prenne cette quête identitaire, qu'on y mélange fantômes, extraterrestres, combats absurdes et qu'on secoue tout ça jusqu'à faire exploser les codes. Ça te donne un manga qui te parle autant de ce que tu crois que de ce que tu refuses d'affronter. Et surtout, de ce que tu deviens quand t'arrêtes de faire semblant. Bon, après faut être prêt. Ici on croise aussi des mémés obsédés par les boules et des aliens avec le barreau. Mais c'est justement ce mélange improbable qui fait l'identité et le charme de Dan Da Dan. Tu crois que ton monde est stable? Des rues familières, des visages connus, des règles qui ne changent pas? C'est ce que Momo Ayase et Ken Takakura, qu'on va appeler Okarun, pensaient aussi, jusqu'au jour où leurs certitudes ont volé en éclats. Tout a commencé avec un pari idiot. Momo croit aux fantômes mais rejette les extraterrestres. Okarun croit aux extraterrestres mais nie les fantômes. Deux visions du monde qui s'excluent et qui dans leur tête sont absolues. Alors pour se départager, ils font un marché. Il ira explorer un tunnel hanté, elle visitera un hôpital abandonné connu pour ses enlèvements aliens. Un plan parfait pour prouver que l'autre a tort. Sauf que ce jour-là, ils découvrent que les deux avaient raison. Elle se retrouve face aux Serpo, des aliens au mouvement impossible et aux yeux vides. Lui, il est possédé par Mami Turbo, un yokai vicieux qui lui vole littéralement sa virilité. Et c'est là que tout bascule, parce qu'à partir de ce moment, leur monde n'est plus soit nanana, soit nanana, il devient et nanana. Fantômes et extraterrestres, l'horreur et la science-fiction, les catégories rassurantes volent en éclats. Et ce qui aurait dû rester une petite querelle prend déjà une autre dimension, parce que derrière les pics qu'il s'envoie, il y a autre chose. Okarun rougit chaque fois que Momo le fixe un peu trop longtemps, et Momo, derrière son air détaché, remarque tout, et préfère faire semblant de rien. À réaliser que parfois, on croit partir chercher la vérité, et qu'on tombe sur quelque chose d'encore plus dangereux, ses propres sentiments. Et toi, tu te demandes, qu'est-ce que tu ferais si tout ce que tu croyais impossible se révélait vrai en même temps? Bon, la première épreuve marquante dans Dan Da Dan, c'est Mami Turbo. Dit comme ça, on pourrait croire à un gag. Jusqu'à que tu comprennes que cette vieille silhouette tordue peut t'arracher quelque chose de bien plus précieux que ta vie. Pour Okarun, ça commence comme une humiliation totale. Mami Turbo lui vole littéralement ses testicules. Oui, c'est absurde, oui, c'est grotesque, mais c'est aussi un point de non-retour. Et c'est là que Dan Da Dan casse un code majeur. Dans presque tous les shonen, le héros commence son aventure par un gain. Un pouvoir, une arme, une bénédiction. Okarun, lui, commence par une perte humiliante qui remet en cause son identité même. Cette scène te dit immédiatement que dans cet univers, l'horreur peut être ridicule, le ridicule peut être dangereux, et rien ne se passera comme tu l'attends. Pour Okarun, c'est aussi le point de départ d'une transformation, car pour récupérer ce qu'on lui a pris, il va devoir affronter des réalités qu'il ne voulait même pas croire possibles, et collaborer avec Momo qu'il voulait surtout convaincre de tort. À partir de là, Dan Da Dan arrête de jouer. Le monde autour d'eux n'est plus seulement bizarre, il devient hostile, et ce n'est pas juste parce qu'il y a des monstres, c'est parce que les règles changent en permanence. Un alien peut ouvrir la porte d'un monde hanté, un exorcisme peut déclencher une invasion venue de l'espace. Ici, les menaces ne s'annulent pas, elles s'empilent. Tu crois fuir un danger, et au final tu tombes sur pire. C'est ça, la vraie règle de Dan Da Dan. Ce qui t'effraie ne vient jamais seul. Surtout quand Aira Shiratori débarque comme une tempête, grande, sûre d'elle, avec une présence qui capte toute l'attention, et un tempérament à faire trembler n'importe qui. Dès sa première rencontre avec Okarun, elle le regarde comme si elle avait trouvé un trésor. Et Okarun ne sait absolument pas comment gérer ça. Momo, elle, la remarque immédiatement. Elle le cache derrière des blagues et un ton faussement détaché, mais dans ses yeux, il y a cette étincelle qu'on ne lui connaît pas. Ce n'est pas juste qu'Aira soit puissante ou charismatique, c'est qu'elle occupe une place que Momo n'a jamais pensé devoir défendre. Dans un shonen classique, ce genre de situation donnerait un triangle amoureux plein de piques, de jalousie et de petites vengeances mesquines. Mais Dan Da Dan, lui, casse ce système. Ici, la rivalité devient un moteur. Aira ne cherche pas à écraser Momo, et Momo ne cherche pas à humilier Aira. Leur échange piquant cache un respect mutuel grandissant, nourri par les combats qu'elles mènent côte à côte. Et c'est là toute la subtilité. Cette tension, au lieu de détruire l'équipe, la renforce. Aira pousse Momo à montrer ce qu'elle vaut, Momo inspire Aira à se dépasser. Et Okarun, coincé entre les deux, réalise peu à peu que ce n'est pas seulement sa vie qui est en jeu, mais aussi ce qu'il veut vraiment dans son cœur.
Ce premier triangle ne règle rien, mais il pose une base. Dans Dan Dan Dan, l'amour n'est jamais simple, et il n'obéit pas aux règles habituelles. Et ça change tout, parce que dans la vraie vie aussi, les problèmes ne se présentent pas en file d'attente bien rangés. Ils arrivent en grappe. Ton boulot va mal, et c'est là que ta voiture tombe en panne. Tu es malade, et un proche a besoin de toi. La fiction de Dan 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 n'est qu'une exagération, mais elle te parle de ça. Le pire, c'est que l'univers ne se contente pas de les attaquer, il les teste, comme s'il cherchait à voir jusqu'où ils peuvent aller avant de craquer. Chaque pas est un pari, et Momo et Okarun n'ont plus le luxe de choisir les règles du jeu. Et ce qu'ils savent pas encore, c'est que cette expérience n'était que la première règle brisée. La prochaine va toucher au cœur même de ce qu'ils pensent être juste ou injuste, et elle viendra d'une femme qui a déjà tout perdu, l'acrobate soyeuse. Avant d'être une légende en robe rouge, elle était juste une mère, jeune, seule, étranglée par les dettes, le matin concierge, l'après-midi caissière, et parfois dans les nuits les plus sombres, elle vendait ce qui lui restait à vendre. Tout ça pour offrir à sa fille un avenir qu'elle n'aurait jamais pu se payer elle-même. Un jour, elle met assez d'argent de côté pour lui acheter la robe rouge bouffante dont elle rêvait, celle qui, plus tard, deviendrait l'ombre de son apparence spectrale. Mais le rêve tourne au cauchemar. Les usuriers viennent, ils la frappent, et devant elle, ils emmènent sa petite fille. Plus personne ne l'aidera, plus personne ne la croira. Alors, elle monte sur le toit de son immeuble, la nuit est lourde, silencieuse, elle ferme les yeux et elle danse. Un dernier ballet fragile, tragique, puis elle saute. Son esprit erre, les souvenirs s'effacent, mais pas le vide qu'a laissé sa fille. Jusqu'au jour où une petite orpheline, Aira Shiratori, l'aperçoit. Elle la prend pour sa mère, elle l'appelle maman. Un mot, un souffle, et son instinct maternel se rallume comme une flamme qu'on croyait éteinte. Elle devient l'accro-soyeuse, un yokai agile, gracieux, mortel. Pendant plus de 10 ans, elle veille sur Aira, attendant qu'elle devienne assez âgée pour la voir vraiment. Et quand Aira acquiert la vision spirituelle, tout bascule. L'accro-soyeuse la réclame, elle tente de l'avaler quand Aira refuse de jouer le rôle de sa fille disparue, et dans un entrepôt sombre, elle affronte Momo et Okarun, les neutralisant d'une agilité surnaturelle, ses cheveux se tordant comme des serpents pour les ligoter. Mais quand Aira meurt de ses propres mains, quelque chose se brise. Elle propose de lui donner son aura pour la ramener à la vie, arrache sa propre mâchoire pour prouver sa sincérité, et grâce à Momo, la transfusion fonctionne. Aira ouvre les yeux, la croix-soyeuse vidée de toute son énergie se désagrège lentement. Dans un dernier instant de lucidité, elle se souvient de tout, et Aira lui murmure. Son âme s'élève, enfin libre, vers un monde plus doux. Dans cet arc, Dan 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 casse un code fondamental. Ici, l'ennemi ultime n'est pas une incarnation du mal, c'est une mère qui a tout perdu et qui, jusqu'au bout, n'a jamais cessé d'aimer. Et là, Dan 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 te force à te poser la question suivante. Si même un ennemi peut faire un geste d'amour, est-ce que l'ennemi existe vraiment ou est-ce juste une question de perspective? Ces arcs ne sont pas là pour remplir des pages, ils sont là pour briser l'idée que le monde est binaire, il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre, il y a des douleurs qui se croisent et qui parfois s'affrontent. Il y a une vérité que Momo et Okarun comprennent vite. Les fantômes et les extraterrestres ne sont pas deux mondes séparés, ils coexistent. Parfois, ils s'ignorent, parfois ils se gênent, et parfois, ils collaborent. Et ça, c'est bien plus perturbant qu'il n'y paraît, parce que notre cerveau adore classer. On veut savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, on veut ranger les phénomènes dans des cases, mais Dan 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 casse ces cases à coups de massue. Ici, la science-fiction et le fantastique ne s'excluent pas, ils se mélangent. Et quand tout est possible, comment continues-tu à décider de ce qui est réel? Dans nos vies, on aime opposer science ou spiritualité, raison ou émotion ou tradition avec la modernité, mais ces oppositions ne servaient qu'à nous rassurer. Et si, comme dans Dan Dan Dan, deux vérités contraires peuvent coexister, sans même s'annuler. Le retour de Gigi dans la vie de Momo par exemple, c'est comme rouvrir un vieux journal. Pour Okarun, l'arrivée de Gigi est un choc. Et puis, il y a ce lien particulier qu'on ne partage qu'avec un premier amour d'enfance. Non seulement il est proche de Momo, mais il est aussi tout ce qu'Okarun n'est pas. Charismatique, à l'aise en société, sûr de lui, et surtout il a cette façon de parler à Momo qui fait ressortir une complicité que lui, Okarun, n'a pas encore réussi à créer. Dans la plupart des mangas, ce genre de rival sentimental est là pour provoquer des disputes ou des malentendus à rallonge. Les Dan 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 cassent ce code. La tension entre Okarun et Gigi ne se limite pas à de la jalousie, elle devient un défi, un moteur qui pousse Okarun à se dépasser, à affirmer qui il est et à prouver qu'il mérite sa place aux côtés de Momo. Momo, elle, navigue entre ces deux présences. Elle ne nie pas ce qu'elle a partagé avec Gigi, mais
mais elle voit aussi ce qu'Okarun est en train de devenir. Et c'est là que la dynamique devient intéressante. Le rival n'est pas seulement un obstacle à éliminer, mais une pièce essentielle du puzzle. Car parfois, c'est la compétition qui révèle les sentiments qu'on n'osait pas admettre. Mais pour Momo et Okarun, cette révélation n'est pas théorique, elle est physique. Elle transforme leur corps, elle développe des pouvoirs psychokinétiques après son enlèvement, lui gagne des capacités démoniaques après la possession. Ils n'ont pas juste changé d'avis, ils ont changé d'identité. Et une fois que tu as changé à ce point, il n'y a plus de retour en arrière. Quand tu vis assez longtemps dans un monde où tout est possible, ce n'est plus l'extraordinaire qui te choque, c'est la manière dont il s'infiltre dans ta vie privée. Pour Momo et Okarun, l'extraordinaire n'est plus un événement ponctuel, ce n'est plus un truc bizarre arrivé un jour, c'est devenu leur quotidien. Et ça, c'est dangereux, parce qu'à force de voir l'exceptionnel tous les jours, tu finis par baisser la garde. Mais Dandadan ne leur laisse pas ce luxe. Derrière chaque affrontement, il y a des marques qui ne se voient pas. Okarun a récupéré ce que Mémé Turbo lui avait volé, mais il garde en lui un lien avec une force démoniaque, une présence qui peut prendre le dessus sur lui, et ce n'est pas un ennemi extérieur, c'est dans son corps, même dans sa tête. Momo, elle, a gagné des pouvoirs psychiques, mais chaque utilisation est un rappel brutal. Ses capacités sont nées d'un enlèvement, d'une perte de contrôle totale sur son propre corps, et ce souvenir, il s'efface pas, il est là, collé à chaque victoire. Dans nos vies, on aime l'idée que les épreuves nous rendent plus forts, mais Dandadan te montre l'autre côté. Certaines blessures ne disparaissent pas, elles changent juste de rôle, elles deviennent des compagnons silencieux, toujours là, toujours prêts à te rappeler le prix que tu as payé. Car à ce stade, Momo et Okarun savent que les ennemis ne se limitent pas aux monstres. Dans Dandadan, le décor lui-même est un piège. Une école familière peut se transformer en champ de bataille interdimensionnel. Un tunnel devient un couloir vers l'inconnu. Un hôpital abandonné, c'est déjà effrayant, mais ajoute-y des aliens qui t'observent depuis les ombres, et chaque pas devient une provocation au destin. Ce n'est pas juste un artifice visuel, c'est une idée lourde de sens. Les lieux qu'on croit connaître peuvent cacher une vérité qu'on n'est pas prêt à affronter. Et dans nos vies, ça arrive aussi. Un bureau peut devenir un lieu d'angoisse après une mauvaise nouvelle, une maison peut se charger de colère après une dispute, un quartier peut perdre sa lumière après un drame. Dans Dandadan, cette transformation est brutale, visuelle, inévitable. Chaque décor est un rappel. Ici, rien n'est stable. Et c'est là qu'on touche au cœur de la philosophie de l'œuvre. Ce n'est pas un univers qui te demande de croire ou de ne pas croire, c'est un univers qui t'oblige à élargir tes croyances, à accepter l'inconfort, à vivre avec la contradiction. Et ça, c'est épuisant, parce que chaque victoire est suivie d'un nouvel imprévu, chaque réponse ouvre sur une nouvelle question, tu te dis alors peut-être, ils vont finir par s'habituer, c'est normal. Mais le problème, c'est que dans Dandadan, s'habituer, c'est le début de la fin. Les Serpos, tu pensais qu'ils avaient disparu après leur première rencontre, ils reviennent, et cette fois-ci, ils ne viennent pas seuls, pas en éclaireur, pas en curieux, ils reviennent en armée, et ils ont appris, ils connaissent leurs cibles, ils savent comment les piéger, leur terrain d'attaque, l'école. L'endroit qui devrait être synonyme de sécurité devient alors un champ de bataille. Ce n'est plus juste une question de survie individuelle, c'est une guerre éclair dans un endroit rempli de civils. Et pour Momo, Okarun et Aira, ça veut dire qu'aucune erreur n'est permise. Les Serpos ne viennent pas seuls, ils déclenchent l'arrivée des créatures comme le démon de Dover ou le monstre du Loch Ness, ce qui, dans un autre univers, serait un boss final, ici n'est qu'un obstacle de plus sur la route. Et dans cette tempête, les masques tombent. Okarun se jette au devant du danger sans réfléchir, prêt à se sacrifier. Momo découvre qu'elle peut se rallier à des alliés improbables, et Aira, jusque-là plus spectatrice que combattante, devient une force sur le terrain. Dans la vraie vie aussi, la peur agit comme un révélateur. Quand la tempête frappe, les rancunes s'effacent, les égos disparaissent, il ne reste plus que l'action. Mais dans Dandadan, la tempête n'est jamais gratuite, elle est là pour te préparer au pire. Après les aliens, tu pourrais te dire que le pire est derrière eux, mais Dandadan sait que la vraie horreur est quand l'ennemi entre chez toi. Tout commence alors avec le vieil ami de Momo qu'on a présenté tout à l'heure, Gigi. Il demande de l'aide pour purifier la maison familiale, classique mission d'exorcisme en apparence, sauf qu'ici, la maison n'est pas juste hantée, elle est habitée par un héritage pourri. Depuis des générations, la famille propriétaire de la maison entretient un pacte avec une entité, le Tsushinoko, un ver de terre géant nourri par des jeunes corps enfantins afin d'apaiser une malédiction. Parmi ces jeunes innocents figure l'œil maléfique, un enfant sacrifié piégé dans un corps monstrueux pour calmer un volcan. Et cette malédiction coule dans le sang de Gigi. Momo hésite, elle sait que l'œil n'est pas qu'un fantôme, c'est un esprit enragé, déformé par des siècles de solitude. Sa grand-mère, habituée aux histoires étranges, l'avertit. On ne peut pas purifier une colère pareille, on ne peut que l'empêcher de se répandre. Mais Gigi ne veut pas s'empêcher, il veut sauver. Il croit qu'il peut briser la malédiction et libérer l'œil pour de bon, et c'est là que leur lien se fissure. Momo voit un danger qu'il ne veut pas admettre, Gigi voit une victime qu'elle refuse de sauver. Le combat qui suit est tout sauf classique. On ne peut pas simplement exorciser l'œil, on ne peut pas non plus le détruire. Dandadan casse encore une fois un nouveau code. Parfois, le méchant ne peut pas mourir, et le héros doit apprendre à vivre avec lui. Gigi et Okarun concluent un pacte. Chaque semaine, ils s'affrontent pour maintenir l'œil sous contrôle, un équilibre instable où la victoire n'est qu'un sursis. Et pendant ce temps, la grand-mère de Momo, assise
assise près du porche, les regarde partir. Elle sait que certaines batailles ne se gagnent pas, elles se gèrent jour après jour jusqu'à qu'elles s'usent complètement. Mais ni Momo ni Gigi ne savent, c'est que cette lutte constante va bientôt céder la place à un danger encore plus vaste, où même leurs démons intérieurs devront s'allier pour espérer survivre. Au milieu de ces combats, des esprits vengeurs et des extraterrestres, il y a aussi des histoires beaucoup plus discrètes. Celle de Taro et Anna en est une. Taro n'est pas humain, Anna non plus. Ils viennent d'un monde, d'une culture et d'une logique qui n'ont rien à voir avec celle de Momo et Okarun. Et pourtant entre eux, il y a quelque chose d'évident. Une tendresse qui traverse les frontières, une confiance qui se lie dans les gestes plutôt que dans les mots. Leur présence dans l'histoire casse un élément fort du shonen. Dans la plupart des mangas, les romances interespèces restent accessoires ou servent juste de gag. Ici, ce n'est pas une blague, c'est une histoire d'amour à part entière, montrée avec autant de sérieux et de respect que les relations humaines. Et ce qui est intéressant, c'est que cette relation agit comme un miroir. Quand Momo et Okarun les voient, ils réalisent que l'amour ne se limite pas à ce qui est logique ou possible. C'est un rappel, même dans un univers où fantômes et aliens coexistent, ce sont les sentiments qui tracent les vraies frontières, et parfois qui les effacent. Taro et Anna ne sont pas au centre de l'intrigue, mais à chaque fois qu'ils apparaissent, ils renforcent ce thème essentiel de Dandadan. Peu importe d'où tu viens ou ce que tu es, ce qui compte, c'est le lien que tu crées. Car avec tout ce qu'ils ont traversé, Momo, Okarun, Gigi et Aira ne sont plus juste des camarades d'infortune, c'est devenu une famille choisie. Mais dans Dandadan, cette famille ne s'arrête pas aux humains. Momo, Okarun, Aira, Gigi, et même certains anciens adversaires comme Meme Turbo, la grand-mère de Momo, c'est le pilier, Seiko Ayase. Aux yeux du voisinage, c'est une vieille femme autoritaire, toujours prompte à remettre à sa place quiconque s'approche un peu trop de sa petite fille. Seiko n'est pas seulement une protectrice, elle est un mentor. Elle apprend à Momo à manier sa psychokinésie, à Okarun à contrôler l'énergie maudite que Meme Turbo lui a laissée, elle accueille Gigi après la tragédie qui a frappé ses parents et le traite comme un membre de la famille. Chez elle, la porte reste ouverte, mais les règles sont claires. Mais il y a un exemple qui illustre ça mieux que n'importe quel autre, Monsieur Crevette Menthe et son fils Chiquitita. À première vue, Monsieur Crevette est tout sauf un papa modèle. C'est un mercenaire alien, impitoyable en mission, qui pourrait t'éliminer sans cligner des yeux. Mais dès que Chiquitita entre dans la pièce, tout change. Son ton se radoucit, son regard devient celui d'un père prêt à tout pour protéger son enfant. Pour Momo, Okarun et les autres, cette rencontre est un rappel brutal. Les familles qu'on choisit peuvent être plus fortes que celles qu'on reçoit à la naissance. Et parfois, même au cœur d'un conflit interstellaire, un moment de tendresse suffit à désarmer la haine. Et puis il y a Mami Turbo, autrefois premier grand ennemi de nos héros, elle est désormais piégée dans une statuette de Banekineko. Sa conscience, coincée là, ne peut plus courir à 100 km/h dans un tunnel pour terroriser les passants. Mais sa langue, elle, reste bien affûtée. Entre deux sarcasmes, elle devient une conseillère imprévisible, capable de guider Momo et Okarun à travers les méandres du monde des yokai. Dans un combat, elle ne sera jamais en première ligne, mais ces informations, elles, peuvent sauver une vie. Et c'est là que Dandadan brise à nouveau un code. Dans la plupart des histoires, un ennemi vaincu disparaît ou revient comme menace. Ici, il reste, il parle, il s'assoit à ta table, il devient contre toute attente une partie de ta famille. Ce mélange improbable entre la médium intransigeante, le chat sarcastique au pouvoir scellé, les ados encore en apprentissage, c'est la colonne vertébrale de l'équipe. Ils ne se ressemblent pas, ils ne devraient même pas coexister, et pourtant, c'est précisément cette diversité qui les rend capables d'affronter tout ce qui vient. Ils ne partagent pas le même sang, mais ils partagent quelque chose de plus rare, des moments où ils ont failli mourir ensemble. Et ça, c'est un lien qu'aucune génétique ne peut égaler. C'est un message simple mais puissant. Parfois, les personnes qui te sauvent ne sont pas celles avec qui tu as grandi, ce sont celles que tu as rencontrées sur le champ de bataille de ta vie. Et c'est ça qui est fascinant dans Dandadan. L'ordinaire se transforme. Les batailles, les pactes, les anomalies, tout ça ne vient plus interrompre le quotidien. Il devient le quotidien même. Quand le surnaturel s'invite tous les jours, il cesse d'être exceptionnel. Et tu apprends à vivre avec, à aller en cours après avoir battu un yokai. Dans nos vies, on connaît aussi ça. Les crises deviennent des habitudes, les urgences cessent d'être choquantes, on s'habitue même à l'insupportable. Et c'est là que Dandadan te glisse une idée inquiétante. Ça parle de toi. À force de plonger dans Dandadan, tu finis par oublier qu'on a commencé avec un pari. Tu as vu des monstres, des aliens, des pactes impossibles, mais tout ça, c'était juste la surface. La vraie histoire n'est pas celle des fantômes ou des extraterrestres, c'est savoir et apprendre, tout comme Momo et Okarun, de qui on est vraiment. Ils ont appris que le monde n'est pas binaire, que deux vérités contraires peuvent coexister, que parfois tu ne vains pas tes démons, tu vis avec eux, et que la famille la plus précieuse est celle que tu choisis, pas celle que tu reçois à la naissance. C'est là que Dandadan te parle directement, même si tu crois que tout ça, c'est juste de la fiction, parce que toi aussi t'as dû élargir tes croyances, tu as déjà dû faire face à des vérités que tu n'aimais pas, et tu sais qu'une fois que tu as changé, il n'y a plus de retour en arrière. La beauté de Dandadan, c'est que son chaos n'est pas une fin en soi, c'est une promesse. Tant que tout peut changer, tout peut aussi s'améliorer. Les pires ennemis peuvent devenir des alliés, les blessures peuvent devenir des forces, et les mondes les plus incompatibles peuvent apprendre à coexister. Alors oui, Dandadan c'est du grand n'importe quoi orchestré, mais c'est un n'importe quoi qui te laisse avec une certitude. Même quand tout semble perdu,
vu, il reste des chemins que tu n'as pas encore explorés. Et maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu vas faire de ta propre histoire ?